Ce que je voulais, c'est justifier un peu d'abord le patronage de Calliope, à la fois pour ce projet dont ce colloque est un peu l'aboutissement, avec l'enregistrement du disque d'Antine Padiel, puisque le projet, donc vous expliquer pourquoi j'ai donné à ce projet le nom de Calliope, c'est en partie pour Dante, et nous allons tout de suite entendre pourquoi. Et puis, je voudrais juste donner quelques éléments de réflexion, parce que je n'ai pas rédigé les communications. Puis nous allons commencer, oui, Orlando. Pourquoi? Viens. Nous allons commencer par une lecture. Par lire ces vers, qui figurent d'ailleurs sur le programme, que j'ai fait figurer, qui sont un peu le fil rouge de notre colloque. Marqui, la morta poésie, risurga. Donc, je laisse lire. Premier chant du purgatoire. Un due mi fermo. Percorrer miglior acque, alza le vele ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò in quest secondo regno dove l'umano spirito si purga, e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia resurga, o sante muse, poiché vostro sono, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere sentiro, lo colpo tal che disperar perdono. Dolce, c'est bon? Mi posso fermare? Perdono, c'est bon. C'est bon. À vous, madame. C'est là que je vais enchaîner. Ce que je vais faire, c'est un commentaire de ces vers. Je vais faire un commentaire. Ah, peut-être je vais le dire en français. Pour ceux qui... Est-ce que quelqu'un a besoin que ce soit traduit? Ou ça va? Géna, ça va? Bon, d'accord. Donc, c'est pas la peine de traduire. Je vais faire un commentaire de ces vers parce que, d'abord, pour expliquer ce qu'est la science des muses, pourquoi ici, au moment une fois sorti de l'enfer, Dante invoque Calliope, et comme étant celle qui, précisément, doit le conduire, doit accompagner son chant avec la même force, avec la même puissance que celle qui lui a permis, que le chant qui lui a permis de vaincre les pies, c'est-à-dire les Piérides. Dante fait ici une allusion tout à fait directe à un épisode un chant des Métamorphoses d'Ovide, où Ovide raconte que Minerve, après l'épisode de la Gorgone, après que la tête de Méduse ait été mise sur son bouclier, et vous savez que du sang de la Gorgone est né le cheval Pégase, et c'est à ce moment-là qu'Ovide dit que Minerve est allée, il a fallu d'abord régler un certain nombre de questions, et puis elle est venue sur l'Hélicon pour voir la source née du coup de sabot de Pégase, qu'elle avait vu naître lui-même, raconte-t-elle aux Muses. Et donc elle arrive sur l'Hélicon, qui est le royaume des Muses, et elle est reçue par les Muses, elle se présente à elle un peu comme leur égale, et elle est reçue par les Muses comme presque une 10e muse. Et dans le dialogue qui s'instaure, donc Minerve leur dit: je suis venue voir la source nouvelle qui est jaillie du sabot de Pégase. Et les Muses lui racontent que, et Minerve dit: c'est la première fois que je viens ici, c'est un lieu merveilleux, c'est une montagne, c'est le Diletoso Monte que Virgile reproche à Dante de ne pas avoir gravi au début de l'enfer. Et donc Minerve arrive là pour la première fois et dit: c'est vraiment un très bel endroit, vous êtes vraiment bien ici. Et les Muses lui racontent qu'elles sont arrivées là, que c'est un lieu d'asile en quelque sorte pour elles, et qu'elles ont été poursuivies, elles ne sont pas à l'abri des poursuites, du danger, et qu'elles ont été poursuivies par un homme pervers qui d'abord leur a proposé son assistance, et puis après a voulu les violer, mais dont elles ont réussi à se débarrasser, bien entendu, par la ruse. Et finalement, elles ont fait en sorte qu'il s'appelle Pyrénées, et il s'est jeté de la tour où il voulait les enfermer lui-même
parce que les muses, évidemment, étant des déesses, se sont révélées. Et ça, c'est le prologue. Et ensuite, les muses racontent à Minerve, non, la raison pour laquelle les muses racontent à Minerve cette joute entre les muses et les Pierrides, c'est que Minerve entend des oiseaux qui ont presque voix humaine et qui la saluent. Et qui disent Minerve, c'est ici, c'est le lieu, c'est vraiment le lieu où tu dois être, et protège-nous. Et donc Minerve dit, mais qui sont ces oiseaux? Et les muses répondent, ce sont les filles, il n'y a pas longtemps qu'elles sont devenues oiseaux. C'était les filles d'un roi qui est très orgueilleux, et comme elles sont 9 comme nous, donc ce roi a eu 9 filles, dont il est très fier, et comme elles sont 9 comme nous, elles prétendent être elles aussi des poétesses. C'est exactement le falso scribano de la fresque de ce matin. Les filles prétendent être aussi parfaites que les muses, et elles disent non seulement vous les muses, vous ne chantez que des chansonnettes, nous sommes de vrais poètes, et en plus on est 9 comme vous, donc vous n'avez rien de plus. Et donc elles défient les muses dans un concours de poésie, en disant, voilà, les nymphes vont être les juges. Et les muses disent, bon, on n'a pas pu refuser parce que ce défi est insultant pour nous, mais le refuser aurait été encore plus indigne. Et donc, l'épi commence. Et Ovide résume rapidement le chant d'épi, qui est une sorte de notice mythographique qui explique comment, c'est un peu ce que fait Plutarque, c'est-à-dire pourquoi les dieux sont quelquefois représentés comme des animaux, et les Pi disent que c'est une sorte d'anti-cléricalisme, si je puis dire, c'est-à-dire que les muses disent que les dieux ont été obligés de se réfugier dans le corps d'animaux parce qu'ils n'ont en réalité aucun pouvoir. Et ensuite, la muse qui dialogue avec Minerve, lui dit maintenant, je vais te raconter, donc une fois qu'elles ont fini de chanter, nous avons désigné parmi nous celle qui a la plus belle voix, la meilleure. Elles ne disent pas la plus belle voix, c'est le nom de Calliope, mais nous avons désigné la meilleure d'entre nous pour porter ce chant, et c'est Calliope. Et le chant de Calliope est rapporté littéralement pendant toute la suite du chant 5, des métamorphoses, très en détail. Et quel est le contenu du chant de Calliope? Calliope raconte que l'enlèvement de Proserpine par Pluton, un enlèvement qui se fait, ça ressemble beaucoup d'ailleurs à l'histoire des Pyrénées, de leur propre aventure avec les Pyrénées, c'est comme c'était très souvent dans le monde ancien, c'est un rapt qui vaut à peu près pour un viol. Proserpine est en train de cueillir des fleurs, Pluton la voit, tombe amoureux d'elle, et l'entraîne dans les enfers. Il la prend sur un char, dont on a des représentations antiques, absolument extraordinaires. Il l'enlève sur un char et il l'enferme dans les enfers. Et la mère de Proserpine, qui est donc Cérès, la déesse de la terre, des moissons, part à sa recherche. Et la quête de Cérès est racontée longuement par Calliope. Et Cérès arrive, après d'autres péripéties, elle interroge plusieurs personnes, et finalement elle arrive devant la source Arétuse, qui lui dit « Moi je sais où est ta fille, je l'ai vue enlevée par Pluton, elle est aux enfers. » Donc là Cérès va chez Jupiter, elle se met à genoux, elle lui dit « Voilà, nous sommes séparés, mais tu dois protéger notre fille, et tu dois la tirer des enfers. » Et Jupiter lui dit c'est quand même pas un mauvais parti, c'est mon frère, je ne peux pas non plus complètement le renier. Donc, je te propose une chose, c'est que Proserpine passe une partie de l'année aux enfers et une autre partie sur la terre, qu'elle revienne au printemps. Et c'est bien entendu la représentation allégorique de l'alternance des saisons. Et donc Cérès, étant à ce moment-là rassuré, revient sur terre et va trouver Arétuse, parce qu'Arétuse lui a dit bon, je te raconterai mon histoire plus tard, je veux bien te raconter mon histoire, mais plus tard. Et donc, Cérès revient trouver Arétuse et lui dit maintenant tu peux me raconter ton histoire. Et Arétuse raconte son histoire, que je résume, surtout pour les jeunes qui ne connaissent plus la mythologie. Arétuse raconte qu'elle vient de l'Arcadie. Et donc là, on est en Grèce, hein, on est du côté de Méditron, du côté de Thèbes. Elle dit moi je suis venue d'Arcadie par des voies souterraines
parce que j'ai été poursuivie par Alphée, qui est un fleuve d'Arcadie lui aussi, qui est tombé amoureux de moi, et à force de le fuir, je me suis plongée dans la terre, et je suis ressortie, j'ai ressurgi en ce lieu. Et Alphée aussi d'ailleurs, mais Alphée on n'en parle plus là, mais par contre, dans la tradition mythographique, cette histoire de Arétus poursuivi par Alphée, ressortant en Sicile et puis traversant. Bref, cette histoire est vraiment exemplaire. La résurgence de Calliope pour Dante est exactement symétrique de la résurgence de Arétus. Tout ça, nous avons vu hier, grâce au professeur Giovanni Chesic, nous avons vu un poète contadino italien dans les années 1970-80 qui collectionnait, qui non seulement connaissait Dante par cœur, récitait Dante par cœur, qui non seulement composait lui-même, mais qui était capable aussi de raconter à des journalistes qui venaient l'interviewer, aux curieux qui viennent l'interviewer, de leur résumer les métamorphoses d'Ovide, qui connaissait en détail donc les métamorphoses d'Ovide aussi, et qui collectionnait des livres et des images, et qui, dans sa collection, on le voit ouvrir un livre de mythographie de la Renaissance, qui sont les images des dieux de Carthari, que plus personne aujourd'hui ne pratique, sauf les historiens de l'art, uniquement pour s'en servir comme d'un dictionnaire. Mais lui, il ne s'en servait pas comme d'un dictionnaire, ce poète. Il a compris, ce poète, la relation, donc ce poète du 19e siècle, du 20e siècle, encore en 1970, il savait encore le lien entre mythe et poésie, qui fonde le parcours de Dante, et qui, bien entendu, dont Ovide est une des sources principales. Dans le deuxième chant de l'enfer, lorsque Dante et Virgile arrivent dans les limbes, dans l'entrée des enfers, il est un lieu qu'on appelle les limbes, qui n'est pas un lieu de châtiment, mais qui est un lieu où on tient en réserve pour l'éternité, tous les sages antiques, dont Virgile est sorti pour aller chercher Dante et pour le conduire à travers les enfers. Donc Virgile, il en est sorti, il revient, et il est accueilli par tous les sages qui sont là, par le premier qui vient accueillir Dante, par ses paroles, le grand poète qui était parti nous revient, celui qui était parti revient. Et ensuite Virgile va repartir encore pour explorer le fond des enfers, puis le purgatoire, qu'en principe il n'a jamais vu, en compagnie de Dante, et pour lui montrer à Dante. En haut du purgatoire se trouve le paradis terrestre, auquel Virgile n'a pas accès, parce que c'est la raison pour laquelle il se trouve dans les limbes, la raison pour laquelle tous les sages sont dans les limbes, c'est que les sages païens qui n'ont pas connu le Christ, qui n'ont pas connu la religion, n'ont pas le droit de sortir des enfers. Ils ont le droit de monter jusqu'au paradis terrestre, mais pas le droit d'aller au paradis, où normalement ils devraient être. Il y a eu beaucoup d'études faites sur la position de Dante concernant cette damnation éternelle des sages païens. La position de Dante est claire. Il écrit la comédie pour sauver Virgile autant que pour se sauver lui-même. Et avec Virgile, tous les sages qu'il place et qu'il nomme et qu'il place dans les limbes. Et dans les limbes, plus tard, dans le chant 4, au vers 90, Dante évoque Ovide et dit qu'il est le troisième, el terzo, dans cet ensemble-là. En réalité, Ovide est bien le troisième pour Dante, après Virgile et lui. Il est le troisième, enfin c'est lui le troisième plus exactement, mais la troisième source, puisque lui-même se considère comme une source nouvelle, une résurgence de cette morte poésie qui revient avec lui. Mais avant lui, il y a eu Ovide, qui a été la première résurgence de la poésie grecque. Et puis il y a eu Virgile, enfin il y a eu Virgile et Ovide en même temps. Virgile avec l'Énéide, Ovide avec les Métamorphoses, ont fait ce que Dante fait avec la comédie. Et donc ces trois voix, ce sont les trois voix des polyphonies que nous entendons, nous, ici. Ce sont ces trois voix qui chantent ensemble dans la comédie. Dans les limbes, donc, lorsque Dante est accueilli par Homère et la Bella Scuola homérique, je dois vous lire ces deux vers quand même, donc au chant 2 de l'enfer. C'est 11, au vers 11.
non, je vous lis le début du chant 2. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate. O mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parla la tua nobilitate. Donc là, on est revenu dans l'enfer, hein, c'est le chant 2 de l'enfer, au moment d'entrée. Io cominciai, il s'adresse à Virgile. Poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente. Prima qu'all'alto passo tu mi fidi, etc. Cette puissance, cette vertu puissante, c'est celle dont nous avons déjà vu hier qu'elle est attribuée en propre poète, c'est la parole puissante du poète, cette virtu possente, elle est commune à Homère, qui est le maître et la source de cette bella scuola, où se situe Ovide, dans laquelle se situent Ovide, Virgile, Horace et les satiriques, que Dante nomme aussi. Mais un peu plus loin, dans les limbes, Dante va rencontrer les philosophes. Mais avec les philosophes, il y a aussi des personnages historiques, des théologiens, des personnages aussi des poètes eux-mêmes, donc des personnages imaginaires, qui sont les grands héros de la poésie. Dans le monde des morts, tous les morts sont contemporains. Et tous les morts sont réunis dans des lieux qui ne sont pas uniques, dans des lieux divers, mais toujours adaptés à leur statut, à leur vertu propre. Et donc, parmi les philosophes, à côté d'Aristote, et très exactement entre Dioscoride et Cicéron, se trouve Orphée. Alors il n'est pas du tout à sa place pour les historiens de la littérature, qui se demandent ce qu'il fait là, et qui pensent que Dante cite les choses en désordre, il n'y a aucun désordre, tout ça d'une précision extrême. Orphée est entre Dioscoride et Cicéron parce que la tradition poétique, selon toute la tradition mythographique qui remonte à l'Antiquité, qui traverse Dante, qui traverse le Moyen-Âge et qui arrive à ce Cartari que notre poète Cantadine la connaît encore, dans toute cette tradition, la mythographie et les mythes sont ce qui relie, sont ce qui constitue le lien. La poésie, c'est le lien entre ce qu'on appelle la physique, c'est-à-dire la philosophie naturelle, et l'éthique, la philosophie morale. Orphée est entre les deux parce que Orphée est dans toute la tradition mythographique antique, celui qui charme, la figure d'Orphée qui charme les animaux a été interprétée allégoriquement comme la naissance de la civilisation. Orphée est celui qui apporte la civilisation aux hommes. Mais il ne suffit pas d'apporter la civilisation aux hommes, la civilisation est toujours menacée par la barbarie. Et donc tous les poètes, et Dante se situe dans cette tradition-là, la virtu possente du poète, c'est de restaurer la civilisation, c'est de la faire ressurgir au moment où elle est dans l'enfer, comme la nôtre aujourd'hui. C'est pourquoi Dante est nécessaire aujourd'hui pour sortir de l'enfer dans lequel nous sommes. Parce qu'on croit être déjà au purgatoire, mais pas vraiment. Je ne crois pas que nous y sommes, parce que nous manquons de Dante. Nous avons besoin de Dante. Il n'y a plus de poètes aujourd'hui qui ont cette virtu possente, parce qu'ils n'en ont plus la conscience. Donc, je reviens à la rencontre de Minerve et des Muses, pour revenir à Calliope. De quoi Calliope est-elle le nom? Qu'est-ce que le chant de Calliope rappelle à la mémoire du lecteur lorsque, dans ces vers que nous a lus Orlando, où Dante l'appelle qui Calliope qui, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel sonno di cui le piche misere sentirò lo colpo tal che disperar perdono. Les pies sont condamnées à jamais. Elles s'adressent à Minerve, mais Minerve ne leur répond pas. Parce que ce sont de mauvais poètes. Ou peut-être parce que ce sont de mauvais interprètes des mythes. Et les deux, à mon avis, sont synonymes. Calliope, elle, c'est la voix du poète. C'est la voix puissante qui redonne, qui est capable de donner à la poésie, et à la poésie contadine, comme à la poésie colta, la force qui lui est donnée, dont la mission lui est confiée, qui est de restaurer, non pas un ordre, non pas une civilisation particulière, non pas la civilisation occidentale du tout, mais restaurer ce qui est le fondement même du lien dont le convivio montre et donne la figure par la vie haut. Tout ça est résumé, c'est la chose
Si Dante est inépuisable et continuera encore au moins pendant 700 ans à être célébré une fois par an, une fois par siècle, mais il faudrait le faire une fois par an. Une fois par an par le Dante dit on va le faire maintenant. Mais une fois par siècle, il faut le célébrer à nouveau parce qu'entre-temps, on l'a toujours oublié. Lorsqu'en 1821, il est revenu, c'est parce qu'on l'avait oublié avant. En 1921, c'est parce qu'il y avait eu la guerre de 14. Aujourd'hui, c'est pas pour rien. Alors, qui le sait? Le problème aujourd'hui, il n'a jamais été oublié autant qu'aujourd'hui. Mais parce que plus personne ne sait lire les mythographes, plus personne ne sait se servir des mythographes, plus personne ne les... Alors moi j'ai créé un centre de recherche précisément sur la mythographie qui ne porte pas le nom de Calliope mais le nom de Polygnia. Parce que Polygnia, son nom est peut-être plus accessible aujourd'hui, plus signifiant, parce qu'elle contient le pluriel. C'est celle qui chante des hymnes multiples. Et la tradition mythographique est polysémique. Dante a été le premier à dire dans la lettre à Candgrande, qu'elle soit de lui ou non, n'importe peu, si c'est Dante, c'est pas Dante, c'est Boccace qui est le meilleur lecteur de Dante. Et de toute façon, la polysémie, c'est ce qu'il revendique, non pas comme quelque chose qui relèverait d'une allégorie codifiée dans des tiroirs, mais comme étant le fondement même de la pensée. Et donc, Polygnia, le nom de Polygnia a été interprété par Fulgence, un mythographe du VIe siècle que Dante connaît par cœur. Et Fulgence interprète les noms de toutes les muses comme étant les différentes étapes de la connaissance. Et il dit que Polygnia, c'est Polymnémée. C'est celle qui a la plus grande mémoire. Or, les muses sont toutes filles de mnémosyne, filles de la mémoire. On ne comprend plus aujourd'hui pourquoi les muses sont filles de la mémoire. Mais ce poète Contadine, lui, le savait très bien. Parce qu'il récitait de mémoire, il avait toute la comédie en tête. Et avec la comédie, il avait toutes les métamorphoses. C'est une encyclopédie vivante dont plus personne n'est capable, mais dont on croyait que plus personne n'était capable. Mais en 1970-80, il y a encore des poètes qui étaient capables. Il y avait encore des poètes qui étaient capables d'avoir ça en mémoire. Aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il y en ait encore, mais peu importe. Ça veut dire que ce qui ressurgit avec Calliope, c'est le pouvoir de la poésie, qui n'est pas un pouvoir politique, qui n'est pas un pouvoir démiurgique, non plus à proprement parler, mais qui est l'évocation, la mémoire de tout ce que la poésie peut. Est-ce que je parle trop longtemps? Je ne vais pas peut-être parler trop longtemps. Donc, je reviens à Réthuse. Derrière l'évocation, le surgissement de Calliope, alors, entre parenthèses, Resurgere, ce n'est pas n'importe quelle source, ce n'est pas surgere. La morte poésie, surgere, parce qu'elle sort toujours. C'est une source bouillonnante, la morte poésie. C'est toutes les fleuves, ce sont les fleuves. Calliope, elle resurge comme la sorgue de Valchius, où Pétrarque va reconnaître exactement, parce que Pétrarque connaît Dante par cœur aussi, et quand il arrive à la source de la sorgue, il reconnaît cette résurgence-là, et il en fait son emblème, qu'il transmet à Boccaccio, qui une génération après, Pétrarque vient juste après Dante, et Boccaccio c'est la génération après. Une génération après, Boccaccio a été le premier à commenter Dante, et dans son commentaire du premier chant de la poésie, Poeta fui, du premier chant de l'enfer, O muse o alto ingegno, quand Boccace commente O muse o alto ingegno, il explique que les muses sont des nymphes des eaux, parce que c'est dans leur nom. Il dit le nom c'est Moïse, et si Moïse est sauvé des eaux, c'est parce que son nom en hébreu c'est le même que celui des muses en grec. Tout ça, bien entendu, les philologues d'aujourd'hui considèrent que ce sont des étymologies poétiques, fantaisistes, et précisément elles sont poétiques. Parce que dans cette résurgence, Boccace explique, du point de vue de la philosophie naturelle, mais aussi de la philosophie morale, que les muses sont dites nymphes des eaux, lymphae, que le nom des nymphes c'est lymphae, c'est les eaux, parce que la contemplation des eaux courantes, c'est ce qui rend poète. Et c'est pourquoi Pétrarque est devenu poète en contemplant la Sorgue, parce que la Sorgue, ceux qui la connaissent, moi j'ai vécu, il se trouve que j'ai vécu 9 ans au bord de la Sorgue, et là j'ai commencé à comprendre Pétrarque et Dante aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce commentaire de Boccace qui explique ce que je voyais. C'est qu'en contemplant, même mon chat, en contemplant la Sorgue, qui a un débit totalement variable.
C'est pas de l'eau tranquille, la sorgue. Elle surgit et puis on ne la voit plus à un moment donné. Elle est morte. Quand elle est dans un trou, au fond d'un trou, on ne la voit plus, on ne comprend pas comment ça peut donner une rivière, parce que la rivière, elle est toujours là. C'est comme à Rétuse. Les sources secondaires de la Sorgue passent dessous et sortent un peu plus loin dans le village. Mais la rivière, elle coule toujours. Elle est toujours à la même température, elle coule toujours au même débit. Mais la source, on ne la voit pas. C'est ça Calliope. C'est ce pouvoir de la poésie, cette parole puissante, qui disparaît toujours, mais qui est toujours là. Et voilà, je vais peut-être conclure là-dessus et vous livrer ces réflexions, ces méditations qui nous accompagnent. Et donc, seguidando il mio canto, le pouvoir qui, en même temps, Dante règle son compte avec les mauvais poètes, comme l'avait fait avant lui Ovide, comme l'avait fait avant lui Virgile, comme l'avait fait Horace. La parole satirique est nécessaire à la poésie. C'est pourquoi la philosophie morale et la philosophie naturelle ont pour synthèse la satire, dont Fulgence fait aussi sa muse, il en fait une autre muse de la satire et de la philosophie. Tout ça, ces connexions, nous devons les retrouver avec, bien entendu, nous, un travail d'équipe et un travail de recherche qui doit passer par les mythographes, et grâce à Dante, nous y revenons. Merci beaucoup. Je passe la parole à